Pardon? Je voulais savoir, vous dites que Platon a oublié le monde sensible, mais est-ce que dans son monde des idées, où il y a l'idée maîtresse et puis le rôle qu'on endosse, est-ce qu'il n'y a pas ce voyage entre le local et le global et le sensible? J'ai dit que Platon avait à un moment repoussé le sensible. C'est partiellement vrai parce que si on prend par exemple un texte comme le banquet, dans le banquet, Platon figure une dialectique de la beauté, et la dialectique de la beauté consiste à partir des corps sensibles pour aller vers l'intelligible. Et donc tout le problème de Platon, ça a été d'une part d'expliquer qu'il ne peut pas y avoir de connaissances purement sensibles, il fallait aller voir derrière la connaissance, aller dans la pensée pour pouvoir comprendre ce que l'on voit. Mais d'un autre côté, Platon a essayé aussi de se réconcilier avec le sensible, parce que la connaissance, c'est pas simplement, c'est la pensée de quelque chose et pas simplement la pensée. Donc s'il y a quelque chose sans pensée, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de chose. Mais s'il y a une pensée sans quelque chose, il n'y a pas de pensée non plus. Donc il y a une relation entre les deux. Hein? Très juste. Mais j'ai simplifié rapidement les choses pour qu'on puisse comprendre. Ensuite, en détaillant, on s'aperçoit que les choses ne sont pas, bien sûr, si simples. Juste pour être... oui. Le sensible, pour moi, c'est l'expérimentation. Non. L'expérimentation de ce que je reçois. Non, le sensible, c'est l'essence. C'est l'essence. C'est quand on dit quelque chose est très sensible. C'est quoi le sensible? C'est quelque chose qui est tellement sensible que ça bouge tout le temps, que c'est chaotique, qu'on n'arrive à rien de fixe. C'est ça le sensible. L'intelligible, c'est le calme, l'intelligence, la compréhension. Je ne suis plus du tout dans le chaos, dans le sensible. Je suis devant quelque chose qui est, au contraire, unifié. Alors, la réalité autour de nous, elle change tout le temps. Si je n'ai pas quelques éléments intelligibles, je ne peux pas me figurer la réalité. Moi, je me situe où là-dedans? Alors justement, on va venir. On va y venir. On va essayer de vous retrouver. Non, je suis pas rassurée, je voudrais savoir. Voilà. Alors, pour Platon, l'expérience de la connaissance, c'est-à-dire l'expérience de la connaissance donnait la vision. Et la vision permettait de se trouver. Donc, pour Platon, je me retrouve à partir du moment où je fais cette expérience de la vision. Immédiate qui serait plus sur l'intuition. Où elle se situe par rapport à ça? Rendez-vous demain. La seule chose, c'est que si on pose des questions 5 minutes avant la fin, ça va être plus difficile. Non, mais je vous laisserai. On va y venir. L'expérience, l'espace fulgurant, c'est l'espace christique qui est ouvert par la chose même. C'est-à-dire quand on a la révélation de la chose en tant que telle, là on est devant quelque chose qui est... Mais pour ça, il faut premièrement écouter ce que je vais raconter sur le sujet. Deuxièmement, écouter ce que je vais raconter sur l'esprit. Troisièmement, écouter ce que je vais raconter sur l'existence. Et quand vous aurez assimilé tout ça, là, on aura la possibilité de comprendre, de s'ouvrir à cette vision des choses qui est le sommet de tout le sommet. C'est-à-dire que la fulguration, c'est l'illumination, c'est l'apparition, c'est la splendeur. C'est très juste ce que vous dites et je vois que vous suivez bien. Oui, on va être et vous anticipez avec un talent
admirable. Oh. Non, c'est bien, c'est du haut de gamme. N'osez pas lui dire. Nous avons un potentiel. C'est du haut de gamme. Et on a tous du potentiel en plus. Beaucoup de potentiel. Vous pouvez répéter? Donc le sujet. Alors, je crois que c'est là qu'intervient le moment de résoudre la crise de la philosophie. Résoudre la crise de la philosophie. Alors, résoudre la crise de la philosophie, ça se comprend bien si on comprend que le Christ a été pensé comme la résolution de la crise de la philosophie. Mais attention, il n'y a pas que le Christ qui a été pensé comme résolvant la crise de la philosophie. Et je crois que vous voyez, je suis là pour vous parler de la liberté des philosophes. La liberté du philosophe, c'est d'apercevoir qu'il y a beaucoup de manières de penser la liberté. Nous dirions que s'il n'y avait que le Christ qui permettait de penser la liberté, de résoudre la crise de la philosophie, la liberté du Christ ne nous laisserait aucune liberté. Vous voyez, la liberté du Christ, c'est le fait de dire, mais attendez, il y a beaucoup de manières de penser la crise, et le Christ apparaît d'autant mieux qu'il permet à autre chose que le Christ d'exister, au lieu de tout accaparer. Hein, je crois que c'est ça qui est important. Donc, je vais vous parler de la liberté du Christ, mais je voudrais d'abord vous parler de la philosophie, de la liberté du philosophe. Et la liberté du philosophe, c'est la découverte de quelque chose que je trouve assez génial et qui va permettre de mieux comprendre encore le Christ, c'est la découverte du sujet. Alors la découverte du sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il y a quelqu'un d'assez génial qui s'appelle Emmanuel Kant. Et Emmanuel Kant a dit une chose très simple, mais extrêmement profonde, qu'il y avait une crise de la connaissance parce que on ne passait pas par le sujet pour pouvoir comprendre et connaître. Et qu'il fallait passer par le sujet pour pouvoir comprendre et connaître. Le sujet, ça veut dire quoi? Le sujet, ça veut dire le sujet grammatical. Et le sujet grammatical, c'est quoi? C'est le sujet qui dit « je ». C'est-à-dire, quand je parle de sujet, je parle de quelqu'un qui parle en disant « je ». Je peux dire « moi » et je peux dire « je ». Le « moi », c'est une expérience importante, c'est pas la même chose que le « je ». Donc je parle du « je » parce que je parle de l'homme philosophique. Je peux parler de l'homme psychologique, c'est le « moi ». Donc, je peux parler de l'homme mystique, c'est la personne. Je peux parler de l'homme existentiel, c'est l'individu. Donc, nous avons différentes facettes en nous, et je crois qu'il est important de parler du je. Alors d'abord, revenons sur la crise de la philosophie. Kant nous dit, la crise de la philosophie, c'est l'opposition entre l'empirisme, le scepticisme et le dogmatisme. Entre le scepticisme et le dogmatisme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en philosophie, nous avons tendance à être dans un combat, une crise permanente. Alors d'où vient la crise permanente? Elle vient de ce que tout le monde se méfie de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne se réfèrent qu'aux sensibles, au sens, aux apparences, à la matérialité, à l'expérience? C'est parce qu'ils se méfient des grandes idées. Et ils diraient que Vergely est complètement fou de nous dire qu'il faut passer par l'infini pour regarder ce qu'il y a.
J'ai senti un sentiment d'approbation sur ma droite. Donc j'ai dit que Vergely était cinglé. Et quelqu'un qui a entendu. Il nous a raconté un truc hallucinant. Il fallait passer par la création du monde, les étoiles et tout. C'est délirant. Moi, quand je regarde ce cahier, je le vois parce que je le sens, je le touche, et je n'ai pas besoin de passer par l'infini. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dire qu'il s'est déplacé de Paris pour le raconter comme ça. Je me méfie des grandes idées. Et d'autre part, les dogmatiques disent quoi? Moi, je me méfie des gens qui sont dans l'expérience. Pourquoi? Parce que c'est médiocre, c'est minable, on tâtonne, il n'y a aucune vision, on va nulle part. Je veux parler de la pensée, et quelqu'un me dit, je peux penser ce cahier parce que je le vois. Ben, c'est la mort de la pensée. Donc il y a un moment, il y a une crise dans la philosophie, parce qu'on réfléchit sur les sens, on réfléchit sur les idées, et puis à un moment, on vit les sens et on vit les idées. Et puis il y en a qui disent, ben, moi je suis désolé, je suis empiriste, je suis sceptique parce que je me méfie des grandes idées, je doute des grandes idées, il n'y a pas de grandes idées. La réalité c'est ici, c'est maintenant, c'est ce que je vois, c'est moi, et en dehors de ça, les grandes idées ça n'existe pas et c'est vachement dangereux. À partir du moment où je ne peux plus sentir, organiser, comprendre, je me perds dans les grandes idées. Regardez, ce qui a perdu le monde, c'est les grandes idées, c'est les fous. C'est des gens qui sont dans des idéaux, qui ont des visions globales. Occupons-nous de ce qui est dans notre possibilité, dans notre maîtrise. Moi, quand je vois quelque chose, je comprends ce que je vois, je comprends le monde autour de moi, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de monde invisible? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pensée? Tout ça, c'est fumeux, ça ne correspond à rien. Qui est-ce qui pense aujourd'hui comme ça? Les Anglais et les Américains, c'est-à-dire les Anglo-Saxons. Ils regardent les Français qui font de la métaphysique, c'est-à-dire les continentaux, et ils disent, décidément, on ne pourra jamais faire l'Europe avec des types comme ça. Regardez la manière dont ça marche. Tu sais ce qu'ils disent, Bertrand? Non. En France, ils n'ont pas les sens, mais ils ont les idées. Voilà. Eh ben, voilà. Très bon. Il est très en forme. Mais il y a l'autre aspect des choses qui consiste à dire, vous tuez la pensée. Vous êtes là, uniquement centré sur vous-même, vous êtes incapable de voir le contexte, incapable de voir la globalité, il n'y a aucune perspective, vous ramenez tout à vous, et vous êtes dans une vision totalement aveugle des choses, et on étouffe, on ne voit pas. Au contraire, quand Vergely arrive et nous parle du concept de l'univers, ah là là, c'est formidable, ça respire, on va dans l'infini, là, il y a du souffle et une vision. Bien. Alors, quel est le problème? C'est que tout le monde se méfie de tout le monde, et résultat, on ne pense pas. On est en crise, pourquoi? Parce qu'au lieu de penser, on se méfie de ce que pourrait penser quelqu'un. Donc, on fait des frappes préventives, c'est-à-dire, on pense à l'avance, on se prémunit. On se prémunit contre les grandes idées, on se prémunit contre les sensations, et puis on est dans la peur. Donc il faut changer. Il faut changer. Et une des possibilités de changer, c'est le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est de dire, arrêtez d'être dans l'extériorité. Arrêtez de vous demander si la vérité se trouve dans le sensible ou dans l'intelligible. Situez-vous quelque part. Où êtes-vous, vous? Vous dites jamais je. Vous parlez toujours du sensible, vous parlez toujours de l'intelligible, vous n'êtes jamais là. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Un sujet, c'est quelqu'un qui dit je. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Un sujet, c'est quelqu'un qui a un rapport aux choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un rapport aux choses? Ça veut dire être actif par rapport à ce qu'il vit, actif par rapport à ce qu'il pense,
C'est important d'être actif. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que c'est ça qui fait surgir quelque chose comme une vraie pensée, comme une vraie connaissance. Qu'est-ce que c'est que la vérité de la connaissance? La vérité de la connaissance, ce n'est pas dans les sens que ça se situe. Ça n'est pas dans l'idéal que ça se situe. Ça se situe dans quelqu'un qui est dans la réalité sensible et qui va interroger la réalité sensible. Ça se situe dans quelqu'un qui est dans les idées et qui va interroger les idées. Ça se situe dans quelqu'un qui a une question par rapport aux idées, qui a une question par rapport à la réalité des sensibles. Et là, c'est intéressant. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui va constituer le monde en monde, qui va constituer la réalité, et qui va se servir des pensées et des idées pour engendrer une réalité. C'est-à-dire, il va se servir de la pensée pour penser la réalité, de la réalité pour penser les idées, et il va toujours penser. Et il va avoir une relation aux choses. Et il va avoir un rapport aux choses. Et on va se dire, tiens, là pour la première fois, j'ai l'impression d'être dans la réalité. C'est-à-dire, j'ai affaire à quelqu'un, là pour la première fois, je n'ai pas envie de me méfier, parce que c'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui avance. Et qui nous libère, et qui produit de la liberté. Donc on dit, qu'est-ce que c'est que la liberté des philosophes? La liberté des philosophes, c'est ça, c'est de se réveiller. Et c'est de dire où tu es. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la question que tu te poses? Et quelle est la réponse que tu apportes? Là, on dit, tiens, enfin, on est quelqu'un qui est dans la réalité parce qu'il a un rapport à la réalité, parce qu'il s'est bougé, parce qu'il s'est révolutionné par rapport à la réalité. C'est quelque chose que ma mère m'a fait comprendre quand un jour on avait une discussion, puis on discutait sur les universitaires, et elle m'avait dit, mais est-ce que tel universitaire qui parle à un moment de littérature, est-ce qu'il a un rapport à la littérature? Ou est-ce qu'il n'a aucun rapport à la littérature? Et à un moment, on me disait, mais finalement, il n'a pas de rapport à la réalité, à la littérature. Pourquoi? Mais parce qu'il ne l'aime pas, parce qu'il ne la vit pas, parce qu'on ne voit pas du tout la question qui se pose. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a reçu un savoir, et puis qui répète son savoir, et puis qui ne le vit pas, et on dit ça n'a aucune vie. C'est-à-dire, avoir une relation avec quelque chose, c'est la même chose que vivre cette relation. Mais on pourrait prendre une relation amoureuse. Une relation amoureuse, c'est une relation qui vit, dans laquelle les gens dialoguent, et dans lesquelles ils se posent des questions, et dans lesquelles ils ont une question, et dans lesquelles il y a des demandes, et dans lesquelles il y a des offres, et dans lesquelles il y a une relation entre les deux. Mais s'il n'y a aucune demande, et s'il n'y a aucune offre, c'est l'ennui total. On s'aperçoit donc qu'à un moment, il y a ce coup de génie qui est de dire où est l'individu vivant? Qu'est devenu l'individu vivant à l'intérieur du savoir? Alors qu'est-ce qui dit ça? Bien, le premier, c'est Descartes. Et Descartes dit, j'ai fait une découverte formidable. Et la découverte formidable, c'est la découverte du moi. Et il dit, le moi, c'est la même chose que la pensée. Et les choses les plus importantes, c'est moi. Alors, qu'est-ce qui lui a permis de dire ça? C'est à sa réaction par rapport aux études, en disant, dans les études que j'avais, on ne m'a jamais appris à penser. On ne m'a jamais appris à dire moi. J'ai appris des savoirs, tout était historique. Je faisais de l'histoire de la littérature, l'histoire de la géographie, l'histoire de la religion, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la théologie, mais je ne comprenais pas ce que j'étais en train de penser. Parce que jamais je m'étais retrouvé tout seul devant la pensée en disant qu'est-ce que je pense moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Où est la vérité pour moi? Donc il dit,
quel est le truc qui m'a permis à un moment de faire des progrès dans la connaissance? C'est de faire table rase et de dire maintenant je vais essayer de dire des choses qui viennent de moi et j'ai un critère, l'évidence. Voilà, tant que je n'ai pas senti de l'intérieur quelque chose que je peux penser et reprendre à mon compte, bien je le rejette, je doute. Et dès que je peux garder un savoir à partir de quelque chose que je pense, je garde. Et donc, à un moment, là, il dit, c'est curieux, pour la première fois, j'ai l'impression de savoir quelque chose, c'est-à-dire de comprendre ce que je pense. Donc, de penser ce que je pense. Et ça, il dit à un moment, et alors, on va y venir maintenant, qu'est-ce que ça développe? Ça développe le jugement. Voilà, le jugement et ce que veut dire juger des choses. Alors, là, je crois qu'il y a une expérience de liberté. Vous apercevez que si vous faites l'expérience de vous dire à vous-même qu'est-ce que je pense moi, qu'est-ce que je veux, dans un premier temps, ça va complètement vous angoisser. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas du tout ce que vous voulez, que vous êtes complètement paumé et que la personne qui vous a dit qu'est-ce que tu veux, elle vous emmerde. Je veux dire les choses telles quelles. C'était tellement agréable de ne pas avoir à se demander ce que je veux, mais de se laisser faire par les circonstances. Et c'est tellement angoissant de se rendre compte tout d'un coup qu'on est devant le vide. Puis en même temps, à un moment, si on commence à rester dans ce vide, on va s'apercevoir que, tiens, c'est curieux, mais j'entends quelque chose qui commence à monter. Quand je fais l'expérience du vide, que je me pose la question de ce que je veux, et finalement, il y a bien des choses que je veux. Et il y a bien des choses. Comment? Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a source de création dans ce moi. Voilà, Là. absolument. Et je crois que c'est là qu'on fait une expérience importante, et c'est là que je voudrais parler du jugement. À un moment, la philosophie nous parle du jugement, et elle transforme l'expérience de la sagesse en expérience du jugement. Alors, qu'est-ce que veut dire le jugement? Vous avez 3 types de jugement. Vous avez le jugement négatif. Je juge, je condamne, je désigne un coupable, je culpabilise quelqu'un. Deuxièmement, je juge en termes, cette fois-ci, juridiques. J'établis qui est coupable ou pas en fonction de la loi et pas simplement en fonction de mes réactions affectives. Troisièmement, je juge des choses, ça ne veut pas dire je culpabilise, ça ne veut pas dire j'établis une liste des bons et des mauvais en fonction de critères, de règles établies au départ. Ça veut dire que je pense d'une manière personnelle. Je pense à partir de moi. Et je pense que le moi et l'expérience que j'ai de moi est le meilleur critère que je puisse avoir pour être objectif et parler des choses. De ramener, de vivre toujours les choses à partir de moi. Je vais être extrêmement vigilant. Je vais être extrêmement présent. Je vais être extrêmement vivant. Et extrêmement rigoureux. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est rigoureux? C'est quelqu'un qui est éveillé. Et qu'est-ce que c'est? Quand on lui dit quelque chose, il réagit, il écoute, il analyse, il répond. Et tout d'un coup, on se dit, mais ça, c'est ça la raison, c'est ça la pensée. La pensée, c'est essayer de dire je, le plus possible, non pas pour être égoïste et ramener les choses à moi, mais pour être éveillé. C'est-à-dire, le moi, ça réveille. Donc quand je me dis à moi-même, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pense, où je suis moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que je pense. C'est que tout d'un coup, j'écoute quelqu'un et dis, tiens, ça m'intéresse. On va dire quelqu'un, ça me gêne. On va dire, tiens, ça, écoute, je ne peux pas supporter ça.
Et je m'aperçois qu'à un moment, ben, il y a un vrai dialogue qui se fait. Et je me dis, tiens, je rencontre vraiment quelqu'un qui pense, quelqu'un qui existe. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est vachement plus intéressant que de savoir si la pensée, c'est une idée, ou si c'est la pensée, c'est du sensible. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il y a quelqu'un qui est vivant, qui est là, à la fois c'est très sensible, et à la fois c'est très intellectuel et intelligent. Et donc c'est marrant, il est là, il est présent, elle est là, elle est présente, elle réagit, ça me fait réagir, il y a de la pensée, je sens les choses et je les vois. Je les sens et je les vois en même temps. Et on dit quoi? Ben ça, c'est la liberté. Ça, c'est véritablement, nous apercevons que, on dit que c'est quoi la liberté? C'est la liberté de l'esprit. Mais la liberté de l'esprit, c'est la liberté du moi. Au moment, nous apercevons que l'être peut se laisser, il peut devenir étranger à lui-même, et il devient étranger à lui-même quand il est victime de son éducation, quand il est victime du conformisme collectif, quand il est victime des conformismes idéologiques, quand il est victime de la peur, quand il est victime, à un moment, du conformisme lié à la peur et de la peur liée au conformisme, c'est-à-dire qu'au fond, il est victime d'une société qui l'aliène. Et c'est vrai que, on disait tout à l'heure, il peut y avoir des dispositifs sociaux qui m'empêchent d'être libre et qui ont intérêt à ce que je ne sois pas libre. Donc aujourd'hui, on dira, il y a des gens qui disent, écoutez, je ne sais pas ce qu'il en est de Dieu, je ne sais pas ce qu'il en est des grandes idées, mais je sais ce qu'il en est des individus réels. Devenons des individus réels qui disent « je », qui disent « moi », et qui se structurent à partir de là. Et donc là, on rentre dans un processus de libération. Et je pense que c'est ce qui caractérise l'humanisme occidental, la société dans laquelle nous sommes. Nous en voyons les travers. Pourquoi? Parce que l'individu peut donner l'individualisme, et l'individualisme peut, à un moment, devenir étouffant et être limité. Mais il faut quand même apercevoir ce que cela peut avoir de positif. L'individu, ce n'est pas simplement négatif, c'est du positif, et ça forme ici une forme de liberté sous la forme de la libération. La libération qui consiste à revenir à l'individu réel. Personnellement, j'aime bien avoir affaire à des vraies individualités, des gens vivants. Et c'est vrai que le véritable révolutionnaire, c'est celui qui se pose la question de savoir où est l'individu vivant dans le monde dans lequel on vit. Et donc nous apercevons que souvent l'individu n'est pas vivant. Pourquoi? Parce que il est prisonnier de mécanismes politiques, de mécanismes économiques ou de mécanismes affectifs. Qui fait qu'il n'est pas lui-même. Je pense que souvent, dans ce qu'on appelle, quand il y a violence politique, qu'est-ce qui se passe? Il y a une oppression, un oppresseur, et il y a tout d'un coup des gens qui, exaspérés, rentrent dans la violence à l'égard de l'oppression. Bien. Je crois que ça n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas la violence qui est révolutionnaire. Et la question que tu poses, elle est très importante. Je crois que la violence soulage par rapport à un désir de vengeance. Et qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes de violence? Dans les phénomènes de violence, dans un premier temps, tout le monde est sidéré. L'oppresseur vacille. On a l'impression que les choses changent. Et les choses ne changent pas. Souvent, la violence donne naissance lieu à des scènes de pillage. Les scènes de pillage entraînent une répression. Et finalement, rien n'a fondamentalement changé. La révolution,
c'est ce qui se passe. Quand il y a derrière les phénomènes qui se passent en apparence, des forces qui sont capables de faire apparaître un ordre nouveau, véritable, de renouveler, de réinstaurer, de remettre de l'ordre, là où il y avait du désordre. Donc, je crois que souvent, les révolutions sont dans l'invisible. Tu t'aperçois qu'en termes politiques, s'il n'y a pas un parti politique fort pour pouvoir prendre en main à un moment la remise en question d'une oppression, ben, il n'y a pas de révolution. Regarde ce qui s'est passé dans le printemps arabe. Dans le printemps arabe, il y a des vieilles dictatures politiques en Tunisie et en Égypte. Il y a des forces qu'on peut appeler progressistes qui se révoltent. Mais ces forces progressistes ont échoué. Qui a gagné dans le printemps arabe? Ce n'est pas les forces progressistes, c'est les partis religieux qui étaient constitués et qui ont ramassé la donne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient structurés et que les autres n'étaient pas structurés. Et résultat, ils se sont fait voler leur révolution. Et c'est un véritable problème en Égypte. Je crois qu'en Tunisie, il y a eu des choses qui ont bougé, mais c'est pas si simple. Comment? Les jeunes ont bougé en Tunisie, ils se sont constitués justement. Voilà, et ils se sont structurés. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour changer le monde, il faut être une véritable force de proposition. Et pas croire que c'est en descendant dans la rue que tu vas changer les choses. C'est l'erreur qu'ont fait les terroristes de Brigade Rouge, d'Action Directe et de la bande Abadère. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a au pouvoir économique des gens qui sont de véritables salauds. Nous allons les tuer et ça va libérer le monde. Ça n'a rien libéré du tout. Pourquoi? Les terroristes sont devenus des assassins, des voleurs, des voyous, et ils ont renforcé le pouvoir en place en justifiant celui-ci du fait de leur inexpérimentation et de leur erreur politique. C'est-à-dire qu'on ne transforme pas le monde comme ça, on ne transforme pas le monde tout seul, et il ne suffit pas d'aller tuer un grand patron ou un banquier pour changer le capitalisme. Et je crois qu'ils n'ont pas eu de vision dans ça. Et justement, ils ont cru que la violence pouvait changer le monde. La violence n'a jamais changé le monde. La violence renforce le monde dans ses structures. En revanche, une véritable lutte politique, c'est autre chose. Elle est capable de transformer les choses avec un véritable projet. Donc, il faut s'entendre sur ce que veut dire révolution. Les grandes révolutions sont silencieuses. Et les grandes révolutions se mesurent après coup. C'est-à-dire, ce serait très intéressant, et Annie pourrait nous en dire quelque chose, on prend des révolutions en art. Les révolutions en art, ce n'est pas des gens qui ont dit « attendez, je vais faire une révolution ». Ce sont des gens qui ont fait un véritable travail, dont tout d'un coup on s'aperçoit qu'il a complètement révolutionné les manières de vivre, et les manières de penser, et les manières de voir les choses. C'est-à-dire que, moi je crois que les révolutions, elles sont dans la tête. Il y a quelque chose qui m'a fait comprendre ça, c'est la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. La Boétie explique que s'il y a des tyrans, c'est qu'il y a des esclaves. Il n'y a pas des esclaves parce qu'il y a des tyrans, il y a des tyrans parce qu'il y a des esclaves. Il y a des tyrans parce qu'il y a des gens qui croient que les tyrans sont forts et qui ont peur des tyrans. Et l'art du tyran, c'est de faire peur à l'esclave et de lui faire croire qu'il est puissant. Que l'esclave, à un moment, cesse d'admirer inconsciemment, mentalement, le tyran, qui cesse dans sa tête d'arrêter d'avoir peur du tyran. Le tyran s'écroule.
Le tyran, c'est quelqu'un qui est très sensible. Il sent si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Et si on ne l'aime pas, et si on ne l'admire pas, et si on n'a pas peur de lui, ben tout d'un coup, tout s'écroule. C'est-à-dire que la Boétie a trouvé ici, il a découvert ce que c'est que le combat mental. Et nous apercevons que les pouvoirs s'écroulent quand mentalement ils ne sont plus crédibles. Je m'en suis rendu compte en allant en Union soviétique en 1977, sous Brejnev, au moment où il y avait encore le communisme. J'étais dans les rues de Leningrad et tout d'un coup j'entends les Rolling Stones et je vois des jeunes en jean. Et je me suis dit, ça y est, le communisme est mort. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que la société communiste s'était dédoublée. Il y avait d'un côté le discours officiel, ça avait coûté tellement cher de s'opposer directement à ce discours que tout le monde le laissait ronronner. Et puis de l'autre côté, c'était constitué une société parallèle avec des gens qui vivaient leur vie véritable. Et le pouvoir n'était plus en prise avec la société réelle. Le pouvoir avait réussi à se faire peur, il n'avait pas réussi à se faire aimer. À partir du moment où vous avez un pouvoir qui n'est pas capable de se faire aimer, c'est fini. Il est mort, et tôt ou tard, il s'écroule. Eh bien, on peut dire que 12 ans plus tard, le régime s'est écroulé. Or, les gens pensaient, Dormesson avait dit à l'époque, on pensait que l'Union soviétique, c'était inamovible. C'était impensable de croire que le régime soviétique pouvait s'écrouler. Et tout, on entendait les phrases de Sartre disant « le marxisme est l'horizon incontournable de notre époque ». Les gens disaient « ça y est, tout le monde pensait que le communisme allait gagner au niveau mondial ». Ils étaient très forts idéologiquement, très forts économiquement, très forts militairement. Ils étaient en train de gagner au Vietnam. On dit, c'est pas possible, ils sont en Chine, ils sont au Vietnam, en Russie, dans le bloc de l'Est et tout. En France, ils contrôlent les PTT, les transports, l'électricité. On se disait, le communisme, c'est pour la semaine prochaine. Hein. Sauf que justement, il s'est écroulé. Et à mon avis, il s'est écroulé parce qu'il y a un problème qu'avait vu la Boétie. Et le problème, c'est mental. Et tout d'un coup, c'est là que ça se passe. Il y a une deuxième chose qui fait comprendre cela. Qui a le pouvoir dans le monde? Le pouvoir, c'est celui qui a la norme. C'est celui dans la pensée. Si tu es capable, si tu as le pouvoir politique, et tu es incapable de dénoncer les normes, c'est fini, tu n'as pas le pouvoir. À l'inverse, tu n'as pas le pouvoir politique, et tu es capable de dire la norme, tu as le pouvoir. Tu prends le Christ, il n'a pas pris le pouvoir politique, il n'a pas été sur le trône de César pour imposer une nouvelle politique. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle, il enseigne, très simplement. Et tu t'aperçois que 4 siècles plus tard, l'Empire romain s'écroule. Et il s'écroule, et il s'est déjà écroulé à la fin du IVe siècle. Pourquoi? Parce que le christianisme est devenu la religion officielle et qu'à un moment, ils ont aboli l'esclavage. Allez dire dans l'Antiquité, on va abolir l'esclavage. Spartacus a essayé, il n'y est pas parvenu. À l'inverse, on pourrait dire un fils d'homme tout seul, très simple, commence à expliquer que le fondement de la société passe par une mutation intérieure et par le fait d'introduire de l'amour à l'intérieur de l'humanité, et tout d'un coup, tous les empires s'écroulent. Donc si tu veux, moi je crois qu'il y a là quelque chose, c'est ça que j'appelle la révolution. La révolution, elle n'est pas dans la rue. C'est pas dans la rue que ça se passe. Et parfois, dans la rue, il ne se passe pas grand-chose. Un homme se lève, et des centaines se lèveront autour de lui. Je pense que l'homme qui se lève, c'est le symbole de quelque chose de très fort,
C'est-à-dire, c'est la verticalité. C'est l'homme qui se redresse. Pour le roi Gourand, c'est le début de la culture. L'homme qui marche sur ses deux pieds, il n'est plus courbé. L'homme qui se lève, pour moi, c'est l'homme qui dit « je ». Par ce phénomène politique, mais que la véritable révolution, elle a lieu ailleurs. Et nous apercevons que parfois, en particulier, la révolution, pour moi, relève de ce que Krishnamurti appelle la flamme de l'attention, c'est-à-dire la vigilance. C'est-à-dire que les Indiens pratiquent le rappel de conscience. Et ils disent, qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, bien sûr, c'est revenir dans un calme intérieur en mettant fin au brouillard mental. Mais la méditation, c'est le rappel de conscience, c'est de dire où est-ce que je suis. Donc à un moment, est-ce que je suis là? Est-ce que moi qui vous parle de la liberté, je suis en train de vous parler de la liberté? Est-ce que je suis dans le sujet? Est-ce que je suis vraiment dans la pensée? Donc je veux dire qu'à un moment, on a quelque chose à faire, et est-ce que tu es là où tu dois être? Il est beaucoup question de vivre au présent, d'être ici et maintenant. Vous connaissez le livre de Eckhart Tolle, hein, je crois, sur l'instant, le fait de vivre dans l'instant. Je pense que le fait de vivre dans l'instant, c'est la même chose que coïncider avec soi. Être là où on est. Dire « je ». Et tout d'un coup, être un arbre de vie en étant d'une part dans les sensations corporelles et en même temps dans une idée et une pensée. C'est-à-dire que... Et vous avez tout à fait raison, moi j'ai l'impression que la philosophie, pour moi, je suis payé pour vivre et pour dire « je ». Et que l'important, alors, vous voyez, et que c'est ça qui permet de faire court. C'est-à-dire, faire un cours de philosophie, c'est pas être le plus savant, c'est essayer d'être le plus vivant. Et à un moment, de prendre Kant ou Hegel et de dire, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Et donc de le dire parce qu'on y est. Vous voyez? Et je crois que ça, c'est une vraie... Et je pense que c'est très efficace. Et je pense que, si vous voulez, le monde tient grâce à des gens dont on n'entend jamais parler, et qui sont très agissants là où ils sont. C'est-à-dire, il faut se méfier de la représentation extérieure donnée par les médias, et puis d'autre part, que la réalité est réelle. Moi, la réalité, c'est de voir des chercheurs de vérité, des gens qui travaillent partout dans le monde et qui font des choses extraordinairement positives, mais ils n'attirent pas le monde à eux. Si vous voulez, il y a une schizophrénie entre, d'une part, quelque chose qui est le marché de l'avidité, où on est dans le spectacle, dans la sensation, pour attirer tout le monde. Puis d'autre part, la réalité. La réalité, elle tient par des gens, n'est-ce pas, on dit le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien. Le bien ne fait pas de bruit.